J'ai donc le plaisir d'animer cette table ronde. Une table ronde composée de 2 journalistes pigistes comme moi. Donc Stéphanie Maurice, tu es la correspondante de Libération dans les Hauts-de-France et tu as notamment animé un atelier autour de la radicalisation dont on reparlera. Flora Béouin, tu es journaliste et illustratrice au sein du collectif La Friche et tu es engagée notamment au sein du Labo 148 qui est en fait une agence de production journalistique et artistique basée à Roubaix. Avec le collectif La Friche, tu as publié un petit manuel critique d'éducation aux médias, qui est ici, en bleu. Et puis enfin, Pierre Fastré, le non-journaliste de cette table ronde. Vous êtes maître de recherche au SNRS, c'est l'équivalent du CNRS en Belgique, et professeur à l'université de Louvain, spécialisé dans l'éducation aux médias. Alors, l'éducation aux médias est devenue un enjeu de société en France, surtout après les attentats de janvier 2015, qui ont frappé notamment la rédaction de Charlie Hebdo. Pourtant, cette chose qu'on ne peut pas appeler tout à fait une matière scolaire en soi existe depuis bien plus longtemps. La Semaine de la presse a par exemple été créée en 1989. En 2007, un rapport qui dresse un tableau assez sombre de l'éducation aux médias dans le pays affirme que, je cite, « l'EMI doit viser en particulier la maîtrise des codes et des langages médiatiques ainsi que le développement de l'esprit critique dans une perspective citoyenne ». Mais les appels à projets lancés par les différents ministères ou par les régions changent d'objectif en fonction des années. L'appel à projets de 2021 du ministère de la Culture visait tout particulièrement le développement de l'esprit critique face à la désinformation scientifique, ce qui n'était pas une priorité avant l'arrivée du Covid dans nos vies, à ma connaissance du moins. Finalement, à quoi sert donc l'éducation aux médias ? Doit-elle coller à l'actualité ou au contraire donner des compétences plus larges, si l'on peut dire intemporelles ? Est-ce le rôle des journalistes de le faire aussi, alors qu'il y a une vraie défiance envers les médias et que certains médias ont contribué et contribuent toujours à propager des fausses informations, notamment scientifiques ? On va commencer avec vous, Stéphanie, avec toi, Stéphanie Maurice. Vous avez travaillé avec d'autres journalistes lillois autour d'un atelier sur la radicalisation, dont on parle évidemment tout particulièrement depuis les attentats de 2015. Ça a été compliqué de s'inscrire dans ce contexte finalement ? Alors donc, c'était un appel à projet du Conseil régional des Hauts-de-France, à ce que j'en sais. Et donc, l'idée, c'était donc d'avoir un projet d'éducation aux médias sur la radicalisation. En fait, nous, c'est évidemment une ligne de crête, le mot fait peur déjà, dans les milieux enseignants, c'est un mot qui inquiète. C'était surtout juste après Samuel Paty, c'est-à-dire qu'on a vraiment travaillé, je crois, 3 à 4 mois après le décès de Samuel Paty, donc avec du coup quelque chose dans l'actualité très présent dans la tête des enseignants. Et une ligne de crête aussi, parce que le mot radicalisation forcément renvoie à radicalisation islamique, ce qui nous dérangeait. Donc on a tout de suite transformé la radicalisation en les radicalisations. Et finalement, le titre qu'on a plutôt retenu, c'est comment se protéger de la radicalisation des opinions, finalement, des processus de déradicalisation. On a élargi le propos pour ne pas être uniquement sur la thématique islam. Voilà. Et vous aviez des ateliers avec les élèves, notamment un circuit de la rumeur, en fait. En fait, alors, on s'est vraiment demandé comment travailler cette thématique. Et donc déjà, on est parti sur l'idée qu'il y avait c'est-à-dire qu'en fait, généralement, les ateliers émis sont beaucoup sur les fake news, les repérer, savoir s'en défendre, nanani. Nous, on était plutôt à quoi servent en fait les fake news, qui sont des outils, entre autres, de la manipulation des opinions. Ça n'a rien de nouveau, c'est vieux comme le monde. Et simplement, c'est qu'avec les réseaux sociaux, ça a évidemment une acuité nouvelle. Et surtout, c'est qu'il y a des passages à l'acte concrets qu'on peut expliquer aux élèves. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'être plutôt sur développer les... Attention au micro.
les radicalisations, merci. Et j'ai perdu mon fil, du coup, excuse-moi. Oui, voilà, c'est ça. Il y avait notamment un atelier où, en fait, oui, on parlait de la rumeur. Voilà, que la rumeur pouvait mener vers ça, quoi, oui, vers une ça. radicalisation. C'est-à-dire que c'était surtout le « on m'a dit que », ce métier du « on m'a dit que » qui est très utilisé, en fait, sur les réseaux sociaux. Et voilà, c'était un des outils qu'on a utilisé, par exemple, dans l'atelier. On montre aussi un passage du documentaire controversé Hold Up, qui parlait de la fabrication en laboratoire du vaccin, sur lequel on organisait un débat glissant avec les lycéens. Parce que l'idée, c'était de bien leur expliquer que la liberté d'opinion est un absolu, et que donc on a le droit de penser que les vaccins sont fabriqués en laboratoire. La seule chose, c'est qu'on doit tous réfléchir à partir de faits exacts. C'était en fait, ce qu'on expliquait, c'est qu'on peut penser ce qu'on veut, à condition que les faits soient exacts, et de vérifier l'exactitude des faits. En fait, c'est un moyen de se prémunir contre la manipulation des opinions qui passe souvent par le « c'est dégueulasse », voilà, par les sentiments et non plus par l'objectivation sur les faits. Donc c'est un peu le travail qu'on faisait avec les étudiants, avec les lycéens. Et l'autre élément important, c'est qu'on n'était pas là pour dire que les réseaux sociaux sont bien ou mauvais, ce sont juste des outils, et on ne se présentait pas non plus pour défendre notre corporation, qui est critiquable et qui doit être critiquée, mais plutôt comme des spécialistes de la vérification de l'information. Pierre Fastré, vous me disiez au téléphone quand on préparait cette table ronde qu'il y a finalement un risque à suivre la dernière tendance, la dernière actualité, que ce soit la radicalisation ou la lutte contre la désinformation scientifique. Oui, tout à fait. Je pense que peut-être ça vaut la peine de rappeler à quel point l'éducation média n'est pas un projet récent. Et vous rappeliez des jalons qui sont encore à une échelle relativement récente, après les années 2000. Moi, le point de repère que je prendrais est un point de repère beaucoup plus distant. On fêtera dans 2 ans la déclaration de Grunewald. La déclaration de Grunewald, c'est la première déclaration un peu marquante posée par l'UNESCO pour la promotion de l'éducation aux médias. C'était en 1983. Et donc, ça situe tout de suite les choses dans une perspective temporelle qui est beaucoup plus longue que la réaction à l'assassinat de Samuel Paty ou même aux attentats de Charlie Hebdo. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que sur ces 40 ans, et même au-delà de ces 40 ans, l'histoire de l'éducation média a été traversée par l'émergence de problèmes sociaux qui ont créé une angoisse, une panique dans la société. Alors, les fake news, c'est peut-être la manifestation la plus récente. Il y a eu la violence dans les médias, il y a eu la sexualisation des jeunes dans la publicité, il y a eu la passivité vis-à-vis des écrans, il y a eu le cyberharcèlement, enfin, je pourrais encore citer, la liste est très très longue, des paniques morales auxquelles l'éducation aux médias a été subitement associée et pour laquelle on a dit qu'il faudrait faire de l'éducation aux médias en réponse à ça. Et je pense que c'est une stratégie qui, globalement, dessert assez mal l'éducation aux médias, dans la mesure où tous les 4-5 ans, on joue un peu le jeu de la girouette, où on devrait réorienter les objectifs et les missions de l'éducation aux médias en fonction de la dernière question un peu critique qui s'est posée en société. Donc, d'une part, ça ne promeut pas ou ça ne favorise pas un mouvement de l'éducation aux médias qui s'inscrit dans la durée et qui témoigne d'un projet éducatif un peu sur le long terme et qui peut avoir une inscription, en ce compris une inscription dans le système scolaire, qui est quelque chose qu'on n'a pas encore beaucoup abordé jusqu'à présent. Parce que chaque fois, on choisit un focus très particulier, pour le moment sur les fake news en particulier, et je ne dis pas que ce n'est pas une question importante et capitale à traiter aujourd'hui, mais c'est une question qui couvre une petite partie à propos de quoi, des objets de l'éducation aux médias. Donc d'une part, c'est une stratégie assez réductrice qui met le focus sur un petit territoire de l'ensemble de l'éducation aux médias, et d'autre part, souvent, comme ce sont des choses qui sont abordées, réfléchies, en contexte justement d'une angoisse sociale qui peut être parfois réappropriée par certains discours politiques, ces focus particuliers ont en plus tendance à être abordés à partir d'approches un peu réductrices. L'exemple des fake news, pour moi, est un très bon exemple dans lequel on a tendance à promouvoir une réflexion qui consisterait à distinguer les fake news d'un côté, des real news de l'autre, et donc une opposition purement binaire entre les médias qui mentent et les médias qui ne mentent pas, les médias qui disent objectivement la vérité et ceux qui manipulent. Ça ne veut évidemment pas dire qu'il faut oublier cette distinction. Il y a des médias qui circulent abondamment dans l'espace social aujourd'hui qui ont des intentions nuisibles, manipulatoires, certainement, mais la façon dont l'éducation aux médias a essayé de réfléchir ces choses-là historiquement, c'était plutôt en essayant de mettre en avant le fait que tout média
est le fait d'une perspective particulière. Tout média, toute production médiatique est un choix de porter son attention sur un petit aspect de la réalité sociale, sur un événement. Ce que les journalistes font tous les jours en conférence de rédaction, c'est choisir des choses dont ils vont parler. Ça, ce sont déjà des choix qui ne sont pas neutres. Et que pour tout article, toute production médiatique, il y a toujours une perspective, il y a toujours des valeurs, il y a toujours un point de vue qui est exprimé par, que ce soit par le journaliste ou par qui que ce soit qui produise le média en question. Et donc, on a plutôt avantage à réfléchir les choses en termes de construction de la réalité sociale par les médias, avec certains acteurs qui sont franchement manipulatoires et nuisibles, de nouveau je ne le dis pas, mais en recadrant les choses de façon beaucoup plus large, et ce qui permet d'ouvrir la porte sur des questions comme la question de la façon dont les médias représentent la réalité, et ils n'en sont pas le reflet purement objectif ou bien purement mensonger. On n'est pas dans une distinction un peu binaire. Donc on a vraiment intérêt à réélargir les choses, ce que la focalisation sur un petit objet particulier à partir d'un concept un peu mal défini comme celui de fake news est plutôt difficile à faire. Ceci étant dit, je peux juste terminer par là, il y a malgré tout, et ça il ne faut pas s'en cacher, un enjeu stratégique pour l'éducation aux médias de se maintenir au devant de la scène et de rester visible, en ce compris visible politiquement, et donc de pouvoir effectivement associer des thématiques comme celle des fake news ou de la manipulation dans les médias aux besoins de l'éducation aux médias, mais avec tout le problème de pouvoir réélargir le débat et de pouvoir en faire des choses qui ne sont pas réduites à la distinction entre mensonge et vérité au sein des productions médiatiques. En fait, il y a finalement deux traditions dans l'éducation aux médias. Il y en a une qui consiste un petit peu à se protéger, que ce soit contre les fake news, contre le harcèlement en ligne dont vous parliez, et une autre qui est un petit peu plutôt se donner les outils pour prendre la parole soi-même via des articles, via les réseaux sociaux. Et ça, c'est un petit peu une différence qu'on retrouve entre un modèle plutôt français, qui est la protection, et un modèle plutôt anglo-saxon, on parle d'empowerment. C'est pas tout à fait ça? Alors, ce serait un peu sévère vis-à-vis du modèle français. Je ne pense pas qu'on peut le réduire à ça. En tout cas, je pense qu'il y a, et c'est manifeste dans le fait que l'éducation aux médias soit devenue l'éducation aux médias et à l'information il y a 5-6 ans. Ceci dit, sous l'impulsion de l'UNESCO, qui parlait depuis plus longtemps de Media and Information Literacy en anglais. Donc il y a une focalisation effectivement sur les médias d'information traditionnellement en France. Le CLEMI, au départ, c'était le centre de liaison entre l'enseignement et les moyens d'information, donc on était vraiment sur les médias d'information. Ceci dit, cette focalisation sur les moyens d'information ne veut pas nécessairement dire se protéger des fake news ou se protéger de la manipulation par les médias. Je pense que l'histoire de l'éducation aux médias en France a ouvert des perspectives vraiment en termes de formation des jeunes, d'aptitude critique vis-à-vis des médias de façon beaucoup plus large que cette perspective purement protectionniste. Mais c'est vrai que cette notion d'empowerment auquel vous faisiez référence a peut-être une présence un peu plus marquée essentiellement dans l'univers anglophone et permet de concevoir les objectifs de l'éducation aux médias comme dépassant simplement le fait d'avoir un regard critique en tant que consommateur de l'actualité et plutôt dans une perspective dans laquelle les médias sont conçus comme faisant partie de la vie des gens, pour le meilleur ou pour le pire, et qu'il s'agit de faire en sorte de donner aux gens les moyens de s'approprier de ces médias de façon critique, mais aussi de façon créative, à des fins d'expression personnelle, à des fins de connexion et de participation culturelle ou sociale à leur communauté, qui est peut-être un accent qui a été historiquement un peu moins mis par l'éducation aux médias à la française, je dirais. Mais la question de la protection et de l'empowerment est une question qui traverse l'éducation aux médias à l'échelle internationale. J'ai repris, alors j'ai fait un copier-coller j'essaie de le retrouver très rapidement. En 1998 en français, de France en tout cas, René Hobbs, qui est une des chercheurs marquantes en éducation aux médias aux États-Unis, a écrit un article qui s'appelait « Les 7 grands débats de l'éducation aux médias ». Donc ça fait pratiquement 30 ans, si je calcule bien, mais je calcule très mal quand je réfléchis à la volée. Et ces 7 grands débats, le premier de ces 7 grands débats, cette question, était la question suivante. L'éducation aux médias doit-elle protéger les enfants et les jeunes de l'influence négative des médias ?
Donc c'est une question qui se posait déjà alors. Le fait qu'on se la pose aujourd'hui montre que le débat n'est certainement pas clôturé. Et il ne faut pas se cacher du fait que les deux tendances ont existé historiquement et existent toujours aujourd'hui dans l'éducation aux médias. Il y a des gens qui le conçoivent comme un moyen quelque part d'inoculer les jeunes pour qu'ils se protègent de l'influence négative des médias, et d'autres qui considèrent que les médias doivent être des choses qui doivent être appropriées de façon plus large et plus riche, et pas juste dans une perspective de protection. Flora, mais je me tourne vers toi. J'ai le sentiment, tu me diras si je me trompe, mais qu'avec le Labo 148, vous êtes vraiment dans cette tradition-là d'empouvoirment, comme on dit quand on essaye de traduire ce terme en français. Bah oui, en effet, on est vraiment clairement plus de ce côté-là. Après, je pense que c'est deux réalités qui cohabitent et qui peuvent continuer à cohabiter, en fait. Nous, ce dont on se défend, c'est plus de l'idée d'apporter la bonne parole, qui peut parfois être un peu sujette à caution. Et effectivement, dans ce qu'on fait au Labo 148, donc c'est un projet qui existe depuis 4 ans maintenant à Roubaix et qui accueille des jeunes de 15 à 30 ans, une quarantaine de jeunes par an en moyenne, hors temps scolaire, et dans lequel c'est surtout un espace de production. Et donc il y a cette idée de pédagogie peut-être par le faire qu'on défend aussi plus largement avec l'association La Friche qu'on a créée en parallèle, où on fait plus de la formation et de la production. Et l'idée, c'est vraiment de faire ensemble, de penser des sujets, de s'emparer des enjeux de société, mais qui concernent les jeunes et qui partent de leurs préoccupations plutôt que d'imposer des thèmes. Et à partir de ces thèmes qu'on choisit de traiter collectivement, il y a vraiment une dimension réflexive qui est importante aussi. C'est pas juste produire pour produire, c'est réfléchir ensemble à toutes les étapes de production et à toutes les questions qui se posent aussi en faisant. Donc il y a quand même finalement de manière indirecte des choses qui sont transmises. Hier soir, on était en conférence de rédaction. On a une conférence de rédaction tous les mercredis soirs. On a discuté du secret des sources, de l'enquête. Donc c'est aussi des choses qui apparaissent, mais un peu en filigrane, et sur lesquelles on revient et sur lesquelles on débat en fait. Mais effectivement, l'enjeu, c'était aussi pour nous de créer un espace d'expression qui soit libre, qui ait du débat, et on a pu parler de sujets de société très différents, comme on a fait on fonctionne par saison thématique, donc on a parlé du corps, on a parlé de l'Europe, on a parlé des révoltes, on a parlé, là en ce moment on travaille sur un gros projet autour du genre et de l'espace public, et c'est vraiment en touchant à tout aussi, et en passant par l'audiovisuel, par l'art parfois, comme je disais tout à l'heure, on est aussi très sur ce mélange des genres entre pratique artistique et journalisme, et qui, je pense, enrichit aussi les visions et permet une sorte d'expérimentation où tout le monde apprend de tout le monde, quoi. Et voilà, en gros, c'est plutôt comme ça qu'on fonctionne, avec cette idée d'émancipation aussi, d'esprit critique qui se développe, mais qui n'est pas amené de manière frontale sur des interventions courtes, mais qui, je pense, aussi sont nécessaires en fait, et complémentaires. Et justement, plusieurs des gens qui ont créé La Friche et le Labo 148 sont journalistes, mais en quoi, du coup, l'art amène quelque chose de plus et de différent que ce que peuvent apporter les journalistes pour l'éducation aux médias, quoi? Bah déjà, je pense que c'est un renouveau aussi des formats, des manières de raconter le réel, et qui permet aussi une richesse vraiment de la manière dont on le raconte, et dans la manière aussi d'investir l'espace public et de toucher à des publics différents. Nous, un des gros enjeux du Labo et de La Friche aussi, c'est qu'on est très très ancré dans les quartiers populaires, et aussi des fois en zones rurales, qui sont un peu des zones qui parfois sont abandonnés, ou en tout cas il y a vraiment des enjeux particuliers, et on voit que les quartiers populaires sont un des publics cibles, et ça pose question d'ailleurs sur l'éducation aux médias, comme s'ils avaient peut-être plus à apprendre ou à être rééduqués en fait, et nous c'est un truc qu'on essaye aussi de réfléchir collectivement, pour pas que ce soit stigmatisant, et parce qu'on pense aussi qu'il y a plein d'autres publics qui ont besoin de s'approprier ces questions-là. Et j'ai perdu le fil aussi de ce que je disais, mais en quoi ça enrichit ce qu'on fait, l'art, je pense que c'est aussi ça. Nous, on a travaillé sur, là en ce moment, par exemple, ça va prendre la forme d'une exposition. On travaille aussi avec le FRAC Dunkerque là, sur le projet d'expo autour de genre et espace public. Et c'est aussi, à travers des œuvres d'art, par exemple, réfléchir sur le propos, sur le débat tel qu'il a évolué autour de ce thème au fil des ans, en s'appropriant cette collection, par exemple, d'œuvres, et en y réagissant
à travers des productions qui vont être à la fois des reportages, des interviews, des formats un peu plus innovants, des installations d'art contemporain. On s'aventure aussi sur des nouveaux terrains, et je pense qu'aujourd'hui, il y a une forte interaction entre ce qui se passe dans le champ de l'éducation aux médias, qui est un champ assez vivant et en évolution constante, avec beaucoup d'expérimentation, et qui peut aussi être amené à renouveler le journalisme. Et nous, on le voit déjà à notre propre échelle avec ce qu'on produit à titre plus personnel au sein du collectif La Friche. En fait, c'est très très nourri par toutes nos activités d'éducation aux médias et le contact permanent aussi avec les gens. En fait, et c'est une forme peut-être directe et incarnée de vivre les interactions qu'il peut y avoir, par exemple, via Internet, avec un journalisme qui est obligé aujourd'hui d'intégrer de la participation, en fait. Stéphanie, avec la formation, je me trompe peut-être, mais j'ai le sentiment que le but, c'était un petit peu de donner des outils justement aux élèves, et de, par exemple, reconnaître une rumeur, ou de se dire que cette information qui leur arrive a pu être transformée, etc. C'était de leur donner des réflexes. En fait, c'est développer l'esprit critique, c'est-à-dire que le grand danger de l'éducation aux médias, quand nous sommes missionnés par un appel d'offres du politique, c'est de devenir un outil du politique. Et ça, pour un journaliste comme moi, enfin, je pense que pour beaucoup de journalistes, ou pour moi, l'éducation aux médias, c'est un engagement, parce que je trouve très important d'expliquer comment nous fabriquons l'information, et qu'on devienne une boîte un peu plus transparente, en fait. Mais par contre, l'instrumentalisation par le politique n'est pas admissible. Donc, il s'agit de développer l'esprit critique. Et développer l'esprit critique, c'est évidemment ne pas arriver comme en donneur de leçons. Je suis totalement d'accord. C'est impossible d'arriver comme ça face à des jeunes. Il faut accepter la remise en cause et ouvrir les débats, en fait. On n'est pas là pour dire voilà comment il faut penser. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est mettons-nous d'accord sur ce qu'est la base d'un débat démocratique. Parce que quand même, là, sur les enjeux de manipulation de fake news, on a des enjeux démocratiques lourds qu'on a vus sur la première élection de Trump, avec quand même la Russie qui a ouvert un très très grand nombre de comptes Twitter et Facebook pour manipuler les opinions. On l'a vu également sur le Brexit. Donc derrière, quand même, on est sur des enjeux importants. Oui, bien sûr. En fait, il y a aussi derrière cette question-là, et la question que je te posais, Flora, sur le rôle des artistes, la question de qui doit faire de l'éducation aux médias. Il y a 3 journalistes ici qui font tous de l'éducation aux médias, donc on est peut-être un tout petit peu mal placé pour le dire, mais finalement, est-ce que c'est vraiment aux journalistes de faire de l'éducation aux médias? Pierre, vous aviez eu cette expression intéressante au téléphone, vous parliez de conflit d'intérêts des journalistes en disant que ce n'était pas forcément un problème, mais que voilà, finalement, les journalistes, quand ils vont dans une classe, ils peuvent aussi être intéressés à ce qu'ils deviennent des futurs lecteurs, pour faire simple. Tout à fait. Avant de répondre à cette question, je voudrais juste épingler une chose que Stéphanie vient de dire. Elle a parlé de première élection de Trump. J'espère que vous avez tort. J'espère vraiment que vous avez tort. Que la première soit la dernière. Oui. Et peut-être une troisième. Oui. Il n'a pas été élu la deuxième fois, heureusement. Bref, ce sont mes opinions politiques. Oui, sur la question de qui doit faire de l'éducation aux médias et les journalistes sont-ils bien ou pas bien placés pour faire de l'éducation aux médias, je pense que à la première question, il n'y a pas de réponse unique. C'est-à-dire que moi, je fais partie des gens qui qui continuent à croire, malgré le fait que ça prend énormément de temps et de travail, en une intégration profonde de l'éducation aux médias dans le système scolaire et donc à son institutionnalisation. Et en France, vous avez fait un grand pas dans cette direction-là avec la loi qui a été votée sous l'impulsion de Najat Vallaud-Belkacem, qui a inscrit l'éducation aux médias et l'information dans les missions de l'école et qui a fait des professeurs documentalistes les chevilles ouvrières de cette éducation aux médias dans les établissements scolaires. Ça, c'est un acteur, un acteur clé, le ministère national de l'Éducation et à travers lui les professeurs documentalistes en particulier. Ça ne veut pas dire que c'est la réponse unique. Et je pense qu'il y a effectivement un intérêt à ce que les acteurs de l'industrie des médias, et en premier chef les journalistes, continuent à se saisir de ces questions d'éducation média, continuent à intervenir en classe ou en dehors de l'école. On a bien vu la variété des initiatives et des acteurs institutionnels associatifs qui étaient représentés aujourd'hui, et le fait que ce n'est pas nécessairement uniquement des ateliers en classe. Mais donc, oui, il y a un intérêt à ce que les journalistes le fassent. Maintenant, il y a effectivement une zone de tension qui est un peu
inhérente dans un contexte croissant, d'une part de crise de la presse en termes simplement de chiffres de vente qui précède, je pense, le contexte actuel des fake news, mais donc avec l'arrivée notamment du numérique, bon, voilà, c'est quand même un enjeu majeur de la presse par rapport à ça, et avec une défiance croissante dans les médias traditionnels qui est bien documentée malheureusement par plein d'études contemporaines. On pourrait tenter de faire de l'éducation aux médias à l'information une sorte de plaidoyer en faveur du journalisme. Et je pense que ce que vous avez dit tout à l'heure positionne clairement les choses en se disant qu'il ne s'agit pas de ça. Il s'agit bien de donner aux élèves, aux jeunes ou à quels que soient les bénéficiaires de l'éducation aux médias des clés et des outils leur permettant de développer des habitudes de pensée qui soient tout à fait critiques vis-à-vis des médias. Mais il y a effectivement cette tension qui est quand même là. Quelque part, même si ce n'est pas un objectif de l'éducation aux médias que de restaurer la confiance dans les médias traditionnels de la part des publics, on espère quand même que ça pourrait en être un effet collatéral, même si ce n'est pas ce qu'on vise directement. Et donc, je pense qu'une fois que ce positionnement-là est clarifié et qu'il est acquis, une fois qu'on a clarifié le fait que l'éducation aux médias, c'est une question de développer chez ses bénéficiaires des formes de questionnement critique, donc les amener à se poser des questions, et quelque part l'enjeu est plus de les amener à se poser des questions que de leur fournir des réponses. À partir de ce moment-là, les choses sont relativement claires pour qu'on puisse fonctionner avec une éducation média qui implique de façon active les journalistes et qui encourage un scepticisme sain vis-à-vis des médias, parce que les médias, tout comme les politiques, doivent pouvoir être examinés, être critiqués par le public, mais un scepticisme qui ne vire pas dans le cynisme, c'est-à-dire dans une dénonciation systématique, parce qu'on se fait poser des questions, subitement tous les journalistes seraient manipulateurs, menteurs et tout le reste. Et par rapport à ça, je pense qu'il y a peut-être une chose, un point d'attention et un point de divergence dans la façon dont l'éducation aux médias est mise en œuvre quand elle est saisie par des organes de presse ou des journalistes, c'est qu'il y a une tendance une tendance en tout cas observable, à centrer les activités d'éducation aux médias sur la construction de l'information, donc sur la vérification de l'information, sur le recoupement, sur les procédures et tout ce qui permet aux journalistes d'attester du fait que leur travail a une validité, et qui a peut-être tendance à mettre en retrait un examen des structures institutionnelles, des structures organisationnelles du mode de production de l'information, et donc des questions de propriété des groupes médias, des questions des intérêts commerciaux qui se cachent derrière, qui de nouveau sont peut-être un peu plus présents dans certaines approches anglo-saxonnes, où on se laisse la liberté de réfléchir à la façon dont différents organes de presse peuvent être sous le coup de différents types d'intérêts, et donc que ça puisse effectivement orienter leur ligne éditoriale. Et pour prendre des exemples non français, forcément regarder Fox News ou regarder MSNBC, c'est pas la même chose, et les actionnariats et les publics cibles qu'on essaye de caresser dans le sens du poil sont pas nécessairement les mêmes. Cette partie-là de la réflexion de l'éducation média me semble peut-être un peu moins présente dans certaines formes d'éducation média menées par des journalistes. Si je peux me permettre, juste pour expliquer juste un petit point de distinction entre la presse anglo-saxonne et la presse française, c'est qu'en fait, la religion de la presse anglo-saxonne, c'est l'objectivité, qui n'est pas du tout une notion du journalisme français, parce que nous n'y croyons pas. Nous sommes plutôt sur une notion d'honnêteté journalistique, ce qui fait que, si vous voulez, les médias français disent clairement, enfin en tout cas pour la presse écrite, disent clairement en fait de quel bord politique ils sont, ce qui n'est pas le cas de la presse anglo-saxonne. Et donc nous disons de quel bord nous parlons en fait, que ce soit pour le Figaro, pour le Libération, pour l'Humanité. Par contre, c'est vrai que sur la question de l'appartenance des groupes de presse, c'est toujours une question de fond de la presse française. Après, nous avons des outils au sein des rédactions pour nous défendre des influences des actionnaires, par exemple avec les sociétés de journalistes. Par exemple, nous élisons nos directeurs de publication quand dans les médias où existent ces sociétés de journalistes, par exemple. Mais c'est un point important, c'est qu'en France, nous disons d'où nous parlons. Pas toujours, mais en tout cas pour la presse écrite, oui. Une réaction rapidement, peut-être ? Non, on va sur ce point-là. Enfin, voilà, je souscris à ce que...
Flora, avec le petit manuel critique d'éducation aux médias, voilà, vous critiquez avec la friche un petit peu cette mode relativement récente en fait, qui a été de confier l'éducation aux médias aux journalistes, et vous dites notamment que ça s'est un peu effacé, toute cette tradition d'éducation populaire qui existe depuis très longtemps, comme on l'a dit avec Pierre avant. Oui, l'idée, c'était aussi de montrer qu'il y avait vraiment intérêt, je pense, à ce qu'on disait tout à l'heure, l'idée de maillage, l'idée de faire avec tous les gens qui peuvent être ressources, en fait, et que ce n'est pas forcément que aux journalistes. Alors, bien sûr, ils ont une part à prendre, mais il y a aussi, en tout cas, nous, par exemple, avec la friche, on intervient beaucoup sur les formations auprès des médiathèques. Bonjour Céline. On intervient aussi auprès des professeurs documentalistes, mais aussi des éducateurs, des gens qui travaillent en centres sociaux, des animateurs socioculturels, des radios associatives, des télés participatives. Enfin, donc, en fait, c'est aussi pour ça qu'on a fait ce petit manuel. C'était pour montrer aussi tout ce travail et qu'on ne reparte pas de zéro à chaque fois qu'il y a une nouvelle mode, comme tu dis, et des nouveaux projets. L'éducation aux médias, en fait, elle existe depuis longtemps, en tout cas sous sa forme, la forme dont on parlait tout à l'heure, par le faire, par la transmission, par la formation de bénévoles. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'il y a tout intérêt à ce que ça reste multiple, en tout cas, dans les démarches et dans les types d'interventions. Je pense aussi que les journalistes doivent être formés comme les autres, en fait, à intervenir en éducation aux médias, parce que comme les artistes qui interviennent parfois aussi dans des projets pédagogiques et qui n'ont pas de formation spécifique, tu peux être un très bon artiste ou un très bon journaliste et ne pas forcément avoir les outils et les clés pour faire passer et animer de manière aussi plus horizontale, par exemple, un débat, un groupe ou un atelier, quoi. Donc je pense que vraiment c'est cette idée de garder, de préserver cette diversité-là, tout en proposant aussi quand même effectivement des formations adaptées et peut-être un peu sur mesure en fonction de tous les types d'intervenants qui ont à voir avec l'éducation aux médias. Et peut-être juste un mot sur le fait que l'éducation média, comme vous le dites dans le livre, est devenue un marché. Et donc il y a des notions financières derrière qui peuvent, la plupart des journalistes, je pense, et des gens qui s'impliquent dans l'éducation média le font pour un engagement, mais ça peut aussi peut-être être dévié un petit peu par la question financière. Oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi un potentiel complément de revenus pour beaucoup de journalistes, notamment indépendants, et qui ont du mal à vivre seulement de leur activité de journalistes, quoi. Et donc, ce qui est pas un mal en soi, en fait, ça peut aussi être des modèles à développer et à approfondir, en fait. Mais par contre, il ne faut pas que ce soit le seul objectif, parce que sinon, je pense que c'est ce qu'on va amener, ça va être peut-être très pauvre, en fait, si on le fait que pour ça, quoi. Donc je pense qu'il faut aussi prendre la mesure de tout ce que ça peut apporter et aller vraiment aussi dans une démarche ouverte, d'être prêt à écouter ce qui se dit, aussi à enrichir nos propres pratiques en écoutant les pratiques des autres et en n'étant pas dans un clivage de médias traditionnels et réseaux sociaux utilisés par les jeunes, par exemple, où en fait, ça peut aussi on peut aussi apprendre des gens, de ce qu'ils font, et des pratiques qui sont parfois très innovantes et où on a du mal à suivre. Après, on peut en débattre, tout n'est pas bien non plus, mais il ne faut pas être en tout cas arriver avec trop de préjugés, je pense, à ce niveau-là, et vraiment aussi dans l'idée que ça puisse renouveler le paysage médiatique actuel, qui est aussi parfois peut-être un peu enroué sur certaines démarches, ou qui est dans la peur peut-être aussi d'être débordé par un journalisme citoyen, parfois qui perd un peu dans tous les sens, quoi. Pour conclure, avant de prendre des questions, si vous en avez, est-ce qu'on finalement n'attend pas trop aussi de l'éducation aux médias? Stéphanie, toi tu as travaillé avec d'autres du coup sur cet atelier pour lutter contre la radicalisation, qui était la commande à la base. On nous demande de déconstruire les fake news, parfois de travailler sur la laïcité. Voilà, c'est des sujets très lourds. Et est-ce qu'on a les épaules, nous journalistes, ou en tout cas l'éducation aux médias, est-ce qu'elle peut vraiment répondre à ces questions-là? Évidemment non. Enfin, en tout cas, on ne peut pas être seul pour y répondre. C'est-à-dire qu'en fait,
d'abord, un journaliste ne travaille jamais seul, nous travaillons avec nos sources. Donc quand nous avons à écrire un sujet, par exemple sur la laïcité, nous allons voir des universitaires, des praticiens, enfin déjà nous n'écrivons jamais seuls, donc il serait vraiment idiot d'intervenir face à des élèves de façon solitaire en fait. On a besoin de tout le monde. En fait. Je crois que par contre on peut être des amorces de réflexion, c'est-à-dire qu'on arrive et puis on soulève le couvercle de la casserole, mais on ne peut être qu'un début. Voilà, ou peut-être un milieu de parcours, je ne sais pas, mais il faut s'ancrer dans un continuum, dans un parcours pédagogique en fait. Pour moi, par exemple sur la laïcité ou sur la radicalisation, sur des questions aussi lourdes, on ne peut être qu'un moment. Voilà. Quelqu'un veut réagir, Flora ou Pierre, là-dessus? Mais est-ce que c'est finalement, quand on parle de lutter contre la radicalisation, etc., est-ce que ce n'est pas des sujets trop lourds pour l'éducation média? Nous, par exemple, c'est des sujets sur lesquels on décide de ne pas aller, clairement. Donc, je ne sais pas, mais je pense qu'aujourd'hui, la laïcité, en tout cas, c'est telle qu'elle est... je pense instrumentalisée par l'État. Moi, ça me pose, en tout cas personnellement, un vrai souci et j'ai aucune envie d'aller là-dessus. Alors après, soit effectivement, il y a toujours moyen de détourner, de se réapproprier la question, comme tu as décidé de le faire, en allant vers des choses qui nous paraissent plus pertinentes. Mais quand même, je trouve que ça sème le trouble et la confusion. C'est des concepts qui, du coup, qui sont un peu vidés des fois de leur sens. Et voilà. Et je pense que non, on n'est pas capable, en tout cas, de résoudre ces problèmes-là. Et peut-être qu'il faut plus se poser la question d'où viennent ces problèmes et d'essayer d'amener une éducation média qui est plus enrichissante et qui permet aux gens de pouvoir prendre part au débat public, de pouvoir... après, ça, c'est la question de la citoyenneté, mais sans être dans des cases ou des jugements préalables qui sont déjà des présupposés qui, à mon avis, ne tiennent pas forcément la route ou sont très questionnables. Oui, Pierre, ouais. Je pense que on vient de croiser deux questions. Est-ce qu'on en demande trop à l'éducation média? Est-ce que l'éducation média peut à elle seule résoudre des questions comme celle de la radicalisation? Pour moi, nous, on n'en demande pas trop à l'éducation média si on conçoit l'éducation média pas uniquement comme des choses qui doivent être pratiquées exclusivement par les journalistes, mais bien par une multiplicité d'acteurs et dans le cadre d'une inscription plus fondamentale, notamment dans le système scolaire. Mais en même temps, ce n'est pas pour autant que l'éducation média doit être la seule force à lutter contre ces problèmes sociaux dont on parle ici. Je pense que l'idée, effectivement, de s'interroger sur quelles sont les causes plutôt que les symptômes, s'il y a aujourd'hui des jeunes qui se radicalisent, qu'est-ce que ça dit de leur vécu dans la société dans laquelle ils vivent, de leur incapacité à s'investir de façon plus sereine dans la société dans laquelle ils vivent, il y a là des choses à chercher qui nécessitent sans doute des réponses en termes de politique publique auxquelles l'éducation média peut par ailleurs contribuer en appuyant d'un côté ou d'un autre, mais ça ne peut pas être le seul facteur. Et en même temps, moi je fais partie des gens qui souscrivent à ce que Geneviève Jacquinot, qui était professeure à la fois en communication et en sciences de l'éducation, qui a beaucoup fait, en tout cas dans le secteur académique, pour le développement de l'éducation média, notamment en France, disait, quand elle appelait de ses voeux la disparition de l'éducation média, le jour où l'éducation média serait dissoute dans le système scolaire lui-même. C'est le jour où on aurait une réforme suffisamment ambitieuse du système scolaire pour intégrer l'ensemble des médias, pas juste les médias d'information, pas juste la presse, mais la presse, le cinéma et les réseaux sociaux et toute autre forme de médiation, en considérant que le tableau noir et la craie, c'est une forme de médiation aussi, c'est un média aussi, l'école quelque part est un média. Le jour où on sera parvenu à faire aboutir cette réflexion-là à son terme, quelque part l'éducation média en tant qu'étiquette et en tant que petit pansement sur une plaie beaucoup plus large n'aura plus de raison d'être. Donc, je pense que c'est important de réfléchir les choses en termes d'éducation média. J'entendais tout à l'heure une personne qui se demandait quelle était la relation entre l'éducation média et l'éducation à l'image. Pour moi, l'éducation à l'image, ça fait partie de l'éducation média, parce que l'éducation média, c'est pas juste l'éducation aux questions journalistiques, ça en fait partie, mais envisager la construction de l'information d'une part et d'autre part un média du point de vue de sa composition visuelle, de sa composition narrative, fictionnelle, etc., ce sont des angles complémentaires sur des objets qui doivent être pensés justement
sous des jours complémentaires. Développer l'esprit critique dont on parlait tout à l'heure, c'est être capable de se poser des questions en croisant des perspectives multiples sur les mêmes objets. Donc on a tout intérêt à réfléchir les choses de façon plus large. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur... Oui. Il y a un micro qui arrive. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Merci déjà pour toutes ces explications, tous ces exemples. Moi, je me demande si dans le cadre de vos activités sur le terrain, vous avez déjà été confronté à des difficultés de compréhension d'un projet d'éducation aux médias, soit de la part des porteurs de projets, que ce soit des enseignants qui justement exprimaient une certaine méfiance face au journalisme, ou alors face à d'autres instances publiques ou politiques qui, sur certains sujets, justement, ne désiraient ne pas aller. Et si vous avez été heurté à ces difficultés, comment est-ce que vous avez réagi? Est-ce que c'est en n'abordant pas certains sujets ou en reformulant, Madame Maurice, comme vous parliez de la radicalisation qui sont devenues des radicalisations? Et voilà, un peu avoir votre expérience sur le sujet. Alors là, je ne suis pas au bon niveau pour en parler, puisque moi, je suis intervenante. Et qu'en fait, ceux qui répondent aux appels à projets, c'est la structure en elle-même, donc c'est l'école de journalisme de Lille. Donc c'est eux qui pourraient vous répondre sur le point de vue plus politique. Moi, quand j'arrive dans un lycée ou dans un collège, généralement, je suis bien accueillie. Même si ce qui est toujours intéressant dans le milieu enseignant, c'est que plutôt ils m'interpellent sur le fait que je sois à Libération, et puis sur le côté, évidemment, mais c'est plus pour leur intérêt personnel, sur le côté la défiance vis-à-vis des médias que les enseignants aussi peuvent connaître, et donc on a plutôt des débats là-dessus, mais c'est entre nous en fait. Mais globalement, j'ai peu de questions qui portent sur la formation en elle-même. Je pense que ça se joue moins à mon niveau. Là, en tout cas, cette réflexion de cette déviance de la radicalisation vers les radicalisations, on l'a faite en commun avec l'école de journalisme. C'est-à-dire que pour nous, ce n'était pas acceptable. Voilà. Mais en même temps, à la différence peut-être de toi, c'est que moi, je trouve qu'il faut affronter ces sujets-là. Voilà, ils sont là, il faut les affronter, mais toujours avec, en effet, c'est une ligne de crête, parce qu'il ne faut pas tomber dans le schéma politique ambiant. Enfin, voyez, mais je trouve qu'il faut les affronter quand même, parce que quand on ne les affronte pas, on laisse ouvert la porte à d'autres, voilà, et ça peut être... il faut éveiller l'esprit critique sur ces questions-là. Je trouve ça important, même si c'est en effet risqué. Juste pour préciser, on en parle aussi, hein, mais c'est juste pas dans ce cadre-là. Mais moi, peut-être un exemple qui m'est arrivé une fois, c'était dans un lycée dans lequel j'intervenais dans le Pas-de-Calais, et où l'idée avait surgi de faire un projet avec les lycéens autour du camp de réfugiés de Norenfonte, qui n'était pas très loin à l'époque, et où l'équipe pédagogique avait mis un peu un veto en disant que ça pouvait devenir trop compliqué à gérer, puisqu'il y avait déjà des cas de harcèlement d'élèves qui donnaient un coup de main sur le camp, par exemple, et qui était très mal vu par les autres. Et il y avait vraiment il y a un vrai conflit. Et du coup, on a fait le choix collectivement de ne pas aller sur ce sujet-là. Et je pense que c'est le seul exemple que j'ai en tête. Mais après, cette idée de toute façon de dialogue et de poser le cadre préalablement avant de monter un projet, c'est essentiel si on veut éviter les malentendus et bien répondre à la fois aux attentes et en clarifiant aussi ce que nous on peut apporter. Après, moi, je peux donner aussi un exemple. J'ai fait une intervention dans l'UEAJ de Beauvais. Donc, c'est une unité d'accueil et d'enseignement de jour. Donc, c'est à destination des gens, d'adolescents qui sont soit de jeunes délinquants, soit qui sont issus de l'aide sociale à l'enfance. Donc, c'est un public compliqué. Et le but de la commande, alors je ne sais pas si c'était une commande du financeur au début ou pas, mais je travaillais avec une association et le but c'était de faire une émission de radio autour de la liberté d'expression et qu'eux ils parlent de la liberté d'expression. Et on s'est très vite rendu compte en fait que c'était trop compliqué pour eux et qu'ils n'arrivaient pas à comprendre ce que c'était la liberté d'expression. Donc on a finalement dévié l'atelier au cours de la semaine, enfin des 2 semaines, sur plutôt eux essayer de prendre la parole déjà. Et là, ils nous posaient déjà beaucoup de questions en disant mais est-ce que j'ai le droit de dire la parole? Enfin voilà, peut-être on ne savait pas trop pourquoi, mais ils avaient l'impression qu'ils n'avaient pas le droit du tout d'émettre un point de vue. Et du coup, déjà de les faire travailler
sur ça, c'était très compliqué. Et voilà, on n'a pas pu aller leur faire travailler sur est-ce qu'ils sont, voilà, qu'est-ce qu'ils pensent des caricatures de Charlie Hebdo, par exemple, ce qui était un peu notre projet de départ pour faire simple. Donc voilà, déjà que eux ils prennent la parole, on trouvait que c'était déjà très bien. Voilà, là c'est sur l'ambition finalement du projet qu'il faut réduire ou en tout cas modifier en fonction du profil des gens qu'on a en face. Oui, bonjour. Pour répondre à votre question, je peux peut-être intervenir aussi. Donc moi, je travaille à l'École supérieure de journalisme de Lille. Et donc pas depuis très longtemps, donc j'ai pas une longue expérience, mais j'ai beaucoup de retours d'expérience. Et si j'ai bien compris, l'école, enfin, je sais pas si j'ai bien compris, l'école intervient notamment dans des centres sociaux, donc avec des fonds de la région et de l'Europe, donc ce sont des interventions qui sont gratuites pour les structures. Donc bien évidemment, quand on arrive dans une structure, ça veut dire que la structure elle-même est volontaire, puisque voilà, il y a tout un dialogue avant qui se met en place. On n'arrive pas comme ça du jour au lendemain sans que la structure soit prévenue. Mais ça arrive par contre que les journalistes qui arrivent pour faire de l'éducation média auprès des jeunes soient effectivement confrontés à beaucoup de défiance de la part des encadrants de ces jeunes, donc les éducateurs, les animateurs des structures. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, en fait, l'école de journalisme a ajouté une journée en amont. C'est-à-dire que maintenant, chaque fois qu'on intervient dans un centre social, il y a une journée d'abord en amont avec le personnel encadrant, donc les éducateurs, les animateurs, les gens qui sont en direct avec les jeunes, pour justement évoquer le sujet avec eux, voir quel est leur positionnement et leur expliquer ce qu'on vient faire. Ce qui permet ensuite, quand on arrive auprès des jeunes, de ne pas avoir déjà leurs encadrants qui sont dans une position un peu de défiance ou négative par rapport aux journalistes qui interviennent. Je ne sais pas si ça répond en partie à votre question, mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte que c'était important. Nous, on fait beaucoup d'interventions auprès des jeunes, puisqu'on est une école de journalisme, donc on a l'habitude d'intervenir auprès des jeunes. Mais on s'est rendu compte que, effectivement, les encadrants, il fallait aussi avoir un dialogue avec eux en amont si on voulait que les choses se passent bien pendant les actions. Merci. Moi, c'est une autre question, en fait. Ça marche ? On ne se rend pas compte quand on parle dedans. Non, moi, c'est par rapport à... Là, on parle de quelles sont les missions de l'EMI. Cet après-midi, vous allez parler des publics. Malheureusement, je serai plus là. Quand même, l'histoire de l'esprit critique, qui fait partie quand même d'un des objectifs de l'éducation média à l'information, j'ai la sensation que c'est toujours un peu plaqué sur les utilisateurs des médias, ceux qui vont regarder les images, lire la presse et tout, mais qu'on l'applique assez peu. Bon, l'ESJ apparemment le fait, à ceux qui produisent l'information, justement. Et je pense que, pour moi, mais c'est un peu sous forme de question, une des missions de l'EMI, c'est aussi de reformer ou de former les journalistes, parce que souvent, et quand c'est pas une presse indépendante et tout ça, moi je trouve que beaucoup de journalistes manquent d'esprit critique, et moi ça me pose quand même problème qu'il y ait une orientation politique aussi forte, qui fait que les journalistes, en tout cas à la radio par exemple, ou à la télé, ne jouent plus leur rôle de questionner les personnes qu'ils ont en face d'eux, et qu'il y a parfois une connivence entre les personnes reçues et les journalistes. Et donc l'EMI, pour moi, il faut absolument qu'elle réinvestisse la formation continue des journalistes, etc. Mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui existe. Moi, je suis un peu extérieure à tout ça. Mais pour moi, il y a une grosse problématique au sein du corps des journalistes, quoi, par rapport à cet esprit critique. Alors, en fait, là, il y a déjà un problème de qui parlez-vous ? Est-ce que vous parlez des animateurs ou vous parlez des journalistes ? Parce que ceux qui animent une émission ne sont pas forcément journalistes. Les journalistes aussi. Alors les animateurs aussi, les experts aussi, mais les journalistes aussi. Enfin les experts, ce qu'on appelle des experts. Parce qu'en fait, l'esprit critique est au cœur de notre métier. Enfin, comment dire, le cœur du métier du journaliste, c'est la vérification de l'information. Donc c'est de remettre en cause tout le temps ce que les gens disent. C'est le cœur. Et c'est ce qu'on apprend dans une école de journalisme. Après, je ne vais pas prendre la défense des chaînes info continue et tout ça, mais voilà, il y a aussi des émissions où il n'y a pas forcément, c'est pas forcément des journalistes qui posent les questions, c'est juste pour bien poser le cadre, d'accord ? On parle bien d'émissions d'information où ce sont des journalistes qui sont aux manettes. Alors moi, je trouve que ça va plutôt mieux. Pendant des années, en effet, on a eu des gens qui étaient des porte-micros,
surtout face aux politiques. Et je trouve que depuis à peu près 5, 6, 7 ans, on va plutôt mieux sur ce point-là, avec par exemple le développement du fact-checking qui est à l'origine spécialement sur la parole politique. Avant, Jean-Marie Le Pen, pendant des années, a donné des chiffres faux sur l'immigration que personne n'a remis en cause. Maintenant, c'est un temps qui est terminé. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, je trouve qu'on va... Alors, il y a encore des défauts et on peut être critiquable sur beaucoup de choses, mais c'est plutôt un point qui va mieux. Je pense que la presse française s'est professionnalisée sur la vérification de l'info et qu'il y a 10, 15, 20 ans, c'était plus compliqué. Je pense que, par exemple, l'affaire Fillon sortie par le Canard enchaîné sur un candidat à la présidentielle ne serait pas sortie il y a 15 ans, par exemple. Mais après... Pierre, oui, je crois que vous vouliez réagir. Esprit critique, es-tu là? C'est une question compliquée. Alors moi, je ne peux absolument pas prendre position sur le fait que les journalistes soient ou non aptes à développer un esprit critique, que ce soit plus le cas aujourd'hui qu'hier. Ce n'est pas du tout dans ce sens-là que je veux intervenir ici. Mais effectivement, la question de l'esprit critique en éducation aux médias, elle est compliquée parce que ça fait partie de ces notions un peu, ces objectifs très vagues et très lointains avec la participation sociale, l'inclusion sociale, la citoyenneté active, enfin toute une série de choses qu'on vient plaquer comme mission de l'éducation aux médias, et qui sont très très difficiles à opérationnaliser ou à documenter. Et entre faire un atelier d'éducation aux médias en classe ou en centre socioculturel et pouvoir se dire que ça a effectivement développé la pensée critique des jeunes, il y a une distance qu'on ne parcourt jamais complètement. Et au moins à deux titres. D'une part, parce qu'on pose l'hypothèse que en faisant, pour le dire un peu bêtement, en faisant fabriquer du média par les jeunes, ils vont développer une compréhension de la production médiatique et que ça va développer leurs aptitudes critiques. C'est une hypothèse de travail tout à fait louable, que je trouve productive, intéressante. C'est mieux de la poser que de ne rien faire du tout. Mais il y a un gouffre entre faire ça et effectivement parvenir à évaluer dans quelle mesure le questionnement critique des jeunes a été développé par ces ateliers d'éducation média qui, le plus souvent, ne sont sous le coup d'aucune forme d'évaluation. Que ce soit évaluation de leur aptitude critique par rapport à leur consommation médiatique future, en tant que futur lecteur de la presse, très concrètement, ou bien dans leur propre pratique de production, puisque toutes et tous sont aujourd'hui en position de produire des contenus médiatiques, pas nécessairement journalistiques, mais de produire et de diffuser, notamment à travers les réseaux sociaux, des productions médiatiques propres, sur lesquels ils peuvent aussi se questionner en termes critiques, en termes de qu'est-ce qu'ils produisent, avec quel type de biais, auprès de quel type de public, avec quel type d'intention, enfin voilà, toutes les questions qu'ils peuvent se poser par rapport à leur consultation des médias d'information, ils peuvent se les poser aussi par rapport à leur propre production médiatique. Est-ce que effectivement la pédagogie du faire, qui est un peu un modèle courant dans l'éducation aux médias, développe ce genre de choses? Aujourd'hui, on le suppose plus qu'on ne l'évalue. Et il y a clairement un manque, à la fois sur le terrain, mais aussi en recherche, d'outils d'évaluation qui permettent de reconstituer cette chaîne entre des activités très concrètes sur le terrain, des activités pédagogiques, et ces objectifs très lointains de développement de la pensée critique. Clairement, on n'y est pas encore. Je ne sais pas si on n'y sera jamais, parce que la pensée critique, quelque part, moi je me souviens du début de mes études universitaires, où dans les premiers cours que j'ai suivis, on m'a dit que l'objectif de la formation universitaire, c'était de me rendre critique. Mais j'ai jamais eu de cours d'esprit critique. C'était un objectif global de la formation tout entière. Donc clairement, faire le lien entre une activité particulière d'éducation aux médias et cet objectif distant, il y aura toujours un espèce de gouffre entre les deux, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de commencer à développer des procédures d'évaluation qui tendent à montrer qu'il y a quand même des effets positifs de ces actions. Juste pour rajouter quelque chose, je pense qu'un des enjeux aussi, c'est vraiment la diversité des profils des futurs journalistes. Et donc, il y a un vrai souci aujourd'hui, je pense en France en tout cas, sur qui a accès aux formations et aux grandes écoles notamment, puisque ça passe beaucoup par ce système de grandes écoles, de concours. Et on voit que quand même, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui passent par Sciences Po. Donc, ce que tu décrivais tout à l'heure de connivence, ça peut poser des questions aussi en termes de classe sociale, en termes de qui parle. Et je pense que déjà, s'il y avait des profils plus diversifiés, il y aurait aussi peut-être plus de débats politiques au sein des écoles, par exemple. Ce que je trouve qui n'est pas forcément toujours le cas. Alors, dans la formation, c'est complet. Je pense qu'il y a plein de journalistes qui sortent d'école avec d'esprit critique, et heureusement. Mais il y a un vrai effort à faire en ce sens. Nous, au labo, par exemple, au labo 148, on accompagne aussi des futurs journalistes.
certains qui sont en école ou qui veulent y rentrer ou qui passent par d'autres types de formations et qui n'ont pas forcément le profil type. Et on sent que c'est beaucoup plus compliqué pour eux et que tout le travail qu'on fait auprès d'eux, c'est aussi une manière de les faire, de permettre cet accès. Il y a plein d'autres dispositifs qui existent et c'est pas notre fonction première, mais en tout cas quand on voit les jeunes qu'on accompagne et aussi la richesse qu'ils ont à apporter dans des discussions comme moi je me souviens à l'époque où j'étais à l'école, il n'y avait pas ce genre de discussion en tout cas. Je me dis que ça pourrait être un peu vivifiant d'envisager aussi d'autres modes d'accès. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de nouveaux médias aussi qui sont en train de se créer et qui sont créés par des gens qui n'ont pas ce parcours de journaliste traditionnel enfin d'études, etc. Et que c'est plutôt chouette de voir tout ce qui émerge de ce côté-là. On va s'arrêter là ou non, on a encore 3-4 minutes pour d'autres questions. Oui, je me demandais si ça a été brièvement évoqué tout à l'heure quand on parlait des intérêts aussi des médias, si parmi les missions de l'éducation aux médias, la question de la critique des médias en eux-mêmes ne pouvait pas être davantage mise en avant. Et je me demande si c'est quelque chose que vous voyez, vous, et moi, j'ai pas tellement l'impression, en fait. Mais je me trompe peut-être, donc c'est pour ça que je pose la question. Je crois que ce que Flora disait notamment, c'est que, et Pierre, c'est que c'est quelque chose quand même qui fait partie des ateliers. C'est ce que vous faites un petit peu au Labo 148, etc., de critiquer aussi le discours médiatique actuel. En tout cas, ça nous arrive d'en discuter et de l'analyser. Après, c'est pas posé comme ça sur la table. Et mais je sais pas, peut-être qu'il faudrait que Acrimed donne des cours à l'école de journalisme. Ça serait une bonne idée, mais je sais pas. Mais oui, je pense que ça... Enfin, il y a toujours, en tout cas, des moments où ça transparaît, où ça émerge de manière transversale. Pour moi, c'est effectivement une des missions fondamentales de l'éducation média, si on entend critiquer les médias, pas comme les dézinguer à tout prix, mais bien les soumettre à un questionnement critique. Enfin, Len Masterman, qui était un des grands théoriciens anglophones de l'éducation média, parlait d'amener les jeunes à l'autonomie critique vis-à-vis des médias. L'autonomie critique, c'est leur apprendre à penser par eux-mêmes et effectivement à questionner ce qu'ils voient, ce qu'ils consomment, ce qu'ils produisent, et à maintenir cette espèce de scepticisme sain dont je parlais tout à l'heure, sans pour autant virer dans une forme de cynisme et de dénonciation systématique. Mais oui, le questionnement critique vis-à-vis du système médiatique dans son entièreté et des pratiques journalistes en ce compris, pour moi, est inscrit au cœur des missions de l'éducation média. Oui. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous qui intervenez aussi auprès de jeunes, mais la difficulté qu'on a aussi, c'est que pour un public de collégiens, début lycée, il y a beaucoup de gens en fait, qui ne connaissent pas du tout les médias. Et du coup, les déconstruire et de les critiquer, c'est compliqué quand ils ne les connaissent pas du tout. Et moi, l'une des premières questions que je pose souvent quand j'interviens, c'est quels médias vous consommez? Et la plupart du temps, ils disent aucun. Et quand on leur pose des questions, après ils disent non, je regarde BFM TV, je regarde des vidéos de Brut, etc. Mais pour eux, c'est même pas. Voilà, ils mettent rien derrière. Souvent, en tout cas, ils mettent pas forcément quelque chose derrière le mot média. Et donc déjà, il y a ce travail-là à faire. Alors, on fait peut-être pas le même genre d'atelier, mais moi, ce que j'ai fait, c'était, on leur faisait faire, par exemple, une émission de radio. Et du coup, là, on ne va pas s'interroger directement effectivement sur tel ou tel article ou sur telle ou telle chronique à la télé ou à la radio, mais en faisant, le but c'est qu'ils comprennent aussi ça et qu'ils se rendent compte comment ça se passe et qu'ils puissent en fait, après critiquer ce qu'ils entendent, ce qu'ils regardent. Oui, je termine là-dessus. Une petite anecdote. Au début des années 90, le Clémy a mené une série d'évaluations dans le domaine de l'éducation média avec un collègue à moi, Thierry Desmet, qui maintenant est émérite. Et une des choses que les évaluations montraient, c'est qu'au début des ateliers en question, les jeunes déclaraient lire la presse plus souvent que leur déclaration à la fin de l'atelier. Donc, à la fin de l'atelier, alors ce que ça veut dire, c'est pas qu'ils lisaient la presse moins souvent après l'atelier qu'avant, simplement ils avaient compris ce que ça signifiait de lire de la presse. Que c'était pas juste jeter un coup d'œil sur une qui traînait sur le guéridon ou la table du salon, mais que ça nécessitait effectivement une attention, un effort et un questionnement.
Et donc, je pense que ne fût-ce que déjà développer cette conscience-là, que s'informer, c'est une activité, c'est quelque chose qui prend du temps, qui prend de l'effort, et mettre des mots derrière ce qu'on appelle médias d'information, s'informer, l'actualité, etc. C'est déjà un premier pas vers la construction d'un questionnement critique. Donc on s'arrête ici. Merci à tous, on espère que ça vous a intéressé. Et merci à tous les trois d'être venus participer à cette table ronde. Alors juste pour terminer, moi je vais juste ajouter un petit mot sur le recrutement des journalistes, parce qu'il faut quand même dire que l'école de journalisme de Lille a une politique très volontariste justement pour essayer d'élargir son public. Donc d'une part en ayant créé il y a plusieurs années une prépa égalité des chances qui est vraiment réservée à des jeunes qui viennent de milieux très défavorisés et qui ne pourraient pas se payer une prépa pour entrer dans une école de journalisme. Cette prépa est ouverte à toutes les écoles, ce n'est pas juste pour préparer l'entrée de celle de Lille. Et quand on fait de l'éducation aux médias, en fait, quand on envoie des journalistes dans des établissements scolaires qui sont en REP ou voilà, qui sont dans des quartiers qui sont des quartiers dits politiques de la ville, c'est aussi une manière de permettre à ces jeunes de rencontrer des journalistes et de leur dire, vous aussi, vous pouvez devenir journaliste. Et quand on prend le nombre de boursiers qui sont à l'école, en fait, on a plus de boursiers à l'école de journalisme que dans l'université. Parce que, justement, l'école a mis en place une politique volontariste, car elle s'est bien rendue compte, effectivement, que sinon, tous les journalistes venaient des mêmes milieux sociaux et que c'était dommage. Donc, il y a aussi on peut faire des choses, en fait, dans ce domaine-là. Voilà, je voulais juste ajouter ça. Donc, on se retrouve à 13h45 pour ou bien la masterclass de Samuel Etienne, ou bien des ateliers. Donc, vous êtes tous cordialement invités. Il y a 3 ateliers. Les 3 ateliers, il y a 2 escape games et un atelier sur les fake news. Donc, si vous sortez là et vous allez à droite à la bande d'accueil, vous pouvez aller vous inscrire pour les ateliers. Et donc, on se retrouve à 13h45 ici ou dans les salles des ateliers. Voilà. Et d'ici là, je vous souhaite un bon appétit.